30 reviews en 30 jours. Yes sir. Oui. Alex, comment ça va bien? Bah ça va très bien et toi? Ouais, nickel, écoute, j'ai mis mon beau maillot. T'as mis ton beau maillot de Jojo, hein? Le numéro 21, il est beau là. Ah, il est bien, hein? On est bien confiné. Le 21. On est bien confiné. Attention, hein? Attention à toi, hein? Quinoa pamplemousse, on a dit. Hein? Oui. Exactement. Oui. Vous le savez, ce sont les 30 reviews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré. Même quand il est confiné, nous sommes avec vous au quotidien pour voir ce que ça va donner justement. Et on s'occupe de nos amis les Sixers aujourd'hui. Ouais, il y a pas mal de choses à dire. Hein. Ça va pas recommencer. Disons que voilà, dans une main t'as une hache, dans l'autre main t'as un marteau. On sait pas trop quoi faire. Malheureusement. Voilà, tu sais pas si tu vas couper, frapper, t'hésites. C'est ça, c'est un peu l'hésitation, mais vous le savez, on va parler de plein de choses avec nos amis les Sixers, car il y a beaucoup de choses à dire sur la saison précédente et sur les mois à venir. On va s'y pencher tout de suite, et forcément, un coup d'œil dans le rétro commence forcément avec un coup d'œil dans le... rétroviseur. Alors là, ta phrase est chelou quand même, hein, si je peux me permettre, mais oui, c'est ça. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, hein, on met un coup d'œil dans le rétro, le truc qui sert à, et à regarder derrière. Regarder en arrière. Exactement, c'est la fatigue du confinement. Moi, j'aime bien cette variante. Dans un coup d'œil dans le rétro, on commence avec le 30 reviews en 30 jours. 30 jours. J'aurais dû dire ça d'ailleurs. Ouais. 39 victoires pour 26 défaites du côté de Philadelphie. Je n'ai même pas envie de parler de chiffres. Nous sommes dans ce genre de review où en fait les stats, j'ai envie collectivement de les balancer par la fenêtre, car premier mot qui me vient à l'esprit, déception. Oui, déception évidente en termes de résultats. Tout. Non mais justement c'est pour ça. En termes de résultats, déception évidente. Dans le jeu. Mais si tu t'es bouffé tous les matchs des Sixers, t'as pas tellement de raison de sourire non plus. C'est pas comme des fois, parfois, tu sais, il y a des équipes qu'on a faites un peu avant où on a dit bon, les résultats sont pas là, mais la frustration, nanana, on peut espérer. Là, non seulement les résultats pour moi sont clairement pas bons, pas assez bons, mais en plus, ce qu'on a vu sur les parquets n'inspire pas forcément une suite simple. Très clairement, ça a été vraiment compliqué tout au long de la saison. On l'a dit, on le répète, si l'année dernière... il y avait ce sentiment autour de Boston de ne pas avoir plusieurs matchs consécutifs vraiment séduisants, de plusieurs semaines sans qu'il y ait un problème, sans qu'il y ait un débat sur ce que fait Brett Brown, ce que font les joueurs, ce que fait le management. Cette année, c'était vraiment Philly. Pas une seule semaine sans qu'on se dise « Putain, ils sont imprenables à domicile. » Ils ont eu un bilan exceptionnel au Wells Fargo Center. Incroyable. Mais alors par contre, en déplacement... Non mais tout à fait. D'ailleurs c'est un truc qu'on peut dire, pour prendre quand même des trucs positifs du côté de Philly. Tu vois, t'as dit le truc à domicile, moi je dirais un deuxième truc, la défense. Je veux dire, Philly, comme prévu, on en avait parlé en preview, on savait au moment du recrutement, vu les joueurs qu'ils ont pris et tout, et comme prévu, Philly a été... tout au long de la saison, une équipe compliquée à manier sur laquelle c'est pas si simple de scorer. Bien sûr. On est d'accord là-dessus. Bien sûr. Là-dessus, ils ont géré en défense, il n'y a pas de problème. Et oui, si on veut regarder positif... Embiid, Simmons... Tout à fait. L'apport d'Alorford... Tout à fait. Et si on fait le coup dans le rétro et qu'on veut regarder le positif, oui, on a quand même la saison rookie de Matisse Thybulle. Notamment, si tu parles de défense, effectivement, tu peux rentrer le rookie là-dedans direct. Bien sûr. Qui a été assez impressionnant. Qui a fait le boulot, donc ça, on peut dire que c'est positif. On a eu 2-3 hit-checks de Furkan Korkmaz qui ont été intéressants aussi à voir, parce que ça faisait du bien dans cette espèce d'offense sans trop de spacing d'avoir ça. On a eu Josh Richardson qui a pris aussi une place assez importante dès les premières semaines dans le vestiaire. Il y a du positif. Mais putain de merde. Excusez-moi pour l'expression, mais là, franchement, quelle déception. Quelle déception. Quelle déception. Qui était en mesure, Alex, excuse-moi, je te vais te donner la parole, mais qui était en mesure de dire qu'au bout de 65 matchs, les Sixers seraient 6e à l'Est? Non, c'est clair, on l'a pas vu ce pronostic-là. On l'a pas vu parce que, comme on vient de le dire, autant la défense c'est plutôt positif. Il y a vraiment des joueurs défensifs très intéressants dans cette équipe. En plus, elle a réussi à défendre en équipe et tout. Mais en termes de fond de jeu global, moi je suis hyper déçu. Même au-delà même de ce qu'on avait pu dire en preview, comme quoi peut-être ça allait manquer un peu de spacing, la perte de JJ Redick, un peu de manque de vrais shooters, ok. Mais au-delà même de ces histoires de spacing, moi je suis désolé, il y a un problème de...
il y a un problème de fond, de jeu, il y a un problème de... Qu'est-ce que tu fais d'Al Ford exactement ? C'est ça. C'est quoi son rôle exact ? Comment s'exprime Tobias Harris dans ce truc ? Ben Simmons, c'est son équipe ? Ou c'est celle de Joel Embiid ? Ou... On en a fait un apéro d'ailleurs. Donc tout ça, ça s'est vu pendant la saison. Donc quand tu regardes la saison en arrière, elle vient de là, la déception. Elle vient du fait qu'à aucun moment, cette équipe des Sixers n'a réussi à se mettre en route. Exactement. Il y a eu quelques pics. Vous le savez, dans cette section, souvent, on essaie de regarder un petit peu les matchs qui allaient. Impossible de passer à côté du Christmas, match de Noël. Du Christmas Day avec le Sixers Bucks, qui est absolument incroyable, et où tu te dis, bon, ok, les Sixers, s'ils jouent comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est comme ça. Ils attaquent bien, ils défendent bien, il y a une ambiance de fou, à domicile ils sont imprenables. Bon, ils cochent des cases de championship caliber. Tu as aussi des séquences qui ont eu lieu là plutôt sur la deuxième partie de saison où il n'y avait pas Joel Embiid, où il y a eu des joueurs qui ont blessé. Et là, cette fois, on arrive à trouver un peu un petit peu d'identité, un peu de tiens, Shake Milton, tiens, Al Horford trouve son truc, tiens, on retrouve un petit peu de nasty du côté des Sixers qui arrivent à se battre chez les Clippers en déplacement ou qui ont des bonnes victoires basées sur un jeu collectif réel. Mais quand tous les joueurs sont disponibles, tu as cette espèce de bataille entre que fait Brett Brown de ses joueurs et quels joueurs ont été donnés à Brett Brown. C'est vrai. Et puis moi, de mon point de vue, enfin de mon côté, la frustration, elle est, d'autant plus grande que sur le premier mois et demi environ, il y a quelques défaites un peu cracra, notamment contre les Suns par exemple. Il y en a partout de toute façon. Contre Denver, oui, mais il y a beaucoup plus de wins. Il y a des vraies séries de wins. Et petit à petit, ça s'est effrité en fait. Petit à petit, ça s'est effrité. Et à chaque fois que ça s'est effrité, on n'a pas vu ce qu'on voit normalement chez les grandes équipes. C'est-à-dire le côté, genre, attendez les gars, on vient de perdre, demain, on gagne. Et on a commencé à avoir des 3 défaites de suite, 4 défaites de suite, et puis tu gagnes 2 fois, mais boum, tu repères 3 fois. Tout à fait. Et c'est comme ça que... Parce que je veux dire, mi-décembre... non, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils sont bien, hein, ils sont dans le haut de l'Est, ils sont là, quoi. Bien sûr. Non, mais en soi, tu pouvais t'imaginer, tout à fait, autour de Noël, on se dit, c'est ce qui est ressorti au lendemain du Christmas Day, on a dit, bon, il y a des équipes comme ça qui mettent un peu de temps à se lancer, et puis peut-être qu'ils vont faire une deuxième partie de saison de fou, et on n'aura pas à revenir dessus. Le problème, c'est que ça ne va pas se lancer. Un des symboles, notamment, de cette saison de Philly, c'est 2 matchs contre Miami, perdu incroyable de la part de Jimmy Butler déjà à Miami, et un où il y a une masterpiece d'Eric Spoelstra avec une défense de zone qui va totalement flinguer les Sixers. Et on va voir en fait la différence entre un bon coach, son effectif où tout le monde connaît son rôle et une vraie identité qui va gagner alors qu'il y a intrinsèquement moins de talent que dans l'équipe d'en face. Et en face à Philly, 3 bâtons dans les roues, 2 rouages qui pètent et la machine n'avance pas, quoi. C'est la merde, ouais. Donc ça a été très très dur pour les Sixers d'une manière générale. À la fois... une bonne défense, de l'irrégularité, parfois un manque de discipline aussi. C'est ça. Des rumeurs de transfert. Des gros problèmes offensifs, des rumeurs de transfert, tout à fait. Et des vrais gros problèmes offensifs. Et des vrais gros problèmes offensifs, tout à fait. C'est vrai que la défense, c'est très important au basket, mais l'attaque aussi, en fait. C'est-à-dire que là, on a parlé de leur défense, bouge pas, les ratings, ouais, c'est ça. T'as le 6e meilleur rating défensif, donc c'est quand même sérieux. Oui, bien sûr. Mais t'as une attaque à peine average. Ouais, non, c'est trop compliqué. Et en plus, ça va pas, ça. On peut toujours creuser et se dire, oui, à 3 points, quand ils étaient ouverts, ça pouvait rentrer, etc. Alors qu'on avait une sensation qui pouvait peut-être être différente. On peut déstructurer la chose comme on veut. Les faits sont les suivants. Et moi, c'est surtout ce que je retiens, c'est que... on a passé l'été dernier et le mois de septembre et début octobre à entendre Brett Brown et Joel Embiid nous dire on veut la première place à l'Est, on veut être des terreurs, je veux être MVP, défenseur de l'année, moi je veux être ça. C'est vrai qu'ils ont dit ça a énormément parlé. Les paroles n'ont pas du tout été suivies par les actes et ça c'est très très chaud. C'est d'autant plus énervant. Et puis c'est d'autant plus énervant du coup. Ah bah oui, parce que si tu fais une saison moyenne mais que t'as pas trop parlé, bon voilà. Mais au final, on a eu beaucoup de blabla qui n'a pas été suivi par les actes. Lettre de Joel Embiid dans le Players Tribune derrière, ça aussi, dans le coup du rétro, on peut dire, où ça explique que oui, il peut pas dominer autant. Alors on voit Joel Embiid à 8 mètres du panier, et donc on sait pas ce que ça peut donner quand on ne l'a pas comme le monstre qu'il a été. Coup dans le rétro, saison de Joel Embiid quand même bien en deçà de la saison précédente, quoi. Putain.
Ah bah Et oui, candidat MVP, clairement. et puis là, il est devenu candidat, Rien. candidat baston avec Karl Anthony Towns, quoi. Voilà, c'est ça. Non, c'est clair. Déception. Déception totale, et évidemment, le sum peut se voir sur ma gueule, puisque j'avais mis une certaine somme sur les Sixers. Bon, ça, après, on verra avec les uns et les autres comment se démerder. Peut-être que toi aussi, tu vas faire partie des teams que la suspension de saison va arranger. Je m'embête. Mais sans boule. Mais sans beuge. Bah justement, Alex, on va parler des finances. Ah, nul, la saison, ah, dame. On va parler des finances, non? C'est pas maintenant? C'est parti, allez. On va regarder où est passé l'oseille. Où est passé l'oseille? Le flouze, la fraîche. Tout à fait, dans cette section, on regarde les gens qui ont... Les 100 euros, le billet de 100 euros, si vous voyez ce que je veux dire. Dans cette section, comme vous le savez, on va regarder les gens qui ont mis 100 euros sur les Sixers champions et on va en parler en long et en large. Non, plus précisément, on va regarder Unibet, sauvez-moi. On va regarder comment les sous ont été dépensés à Philly, comment peuvent-ils être dépensés par la suite. Vas-y, Alex. Alors, j'ai une deuxième mauvaise nouvelle. C'est qu'il y a peu de place. Nous sommes hors stock, hors capacité. On ferme. Merci, monsieur. Stop. Donc là, pour vous donner une petite idée, je crois que cette saison, ils sont juste en dessous de la luxury tax, les Sixers. Juste en dessous. Juste en dessous. Ouais. Et que l'année prochaine, avec le deal de Ben Simmons qui kick, laisse tomber. Voilà. Est-ce que tu... Donc, l'année prochaine, Tobias Harris prendra 34 millions 3. Alors Ford, 27 millions 5. Joel Embiid, 29 millions 5. Josh Richardson, 11 millions, ça va encore. Ben Simmons, 28 millions 7. Voilà. Est-ce que tu crois que les fans des Sixers, ils sont contents du contrat d'Al Horford ou pas aujourd'hui? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que tu crois que les fans des Sixers sont si contents que ça du contrat de Tobias Harris aujourd'hui? Alors, en soi, non. Mais s'il y en a bien un qui a été régulier dans ses performances et qui a apporté dans les éléments où il fallait pour les Sixers, c'était lui quand même. Alors Ford a contribué dans certains aspects du jeu, mais quelle chute offensive, quel manque d'impact chez les Sixers par rapport à ce qu'on a eu précédemment. Ouais, mais il n'est pas forcément utilisé dans le bon rôle. Ah non, mais attends, aussi, je suis pas en train de faire un pugilat contre Al Horford et qu'on lui balance des cailloux à la gueule. Je dis simplement, là, tu connais la logique, on voit un contrat sur un joueur qui ne produit pas, bon bah malheureusement on va pas dire genre mais oui mais c'est le coach qui le met pas en avant, on va dire c'est le mec qui fait pas son travail. Oui, non, ça on est d'accord. Mais en tout cas, moi ce que je veux dire pour l'instant, pour rester sur la partie thune contractuelle, les Sixers n'ont aucune flexibilité cet été, aucune flexibilité l'été d'après et quasiment aucune l'été d'encore après. Ouais non, oh là là, ouais non, ils ont pas de flex jusqu'en 2022-23 quoi. Il faut faire avec ce groupe. Il faut faire avec ce groupe. Ou alors faire des trades. C'est ça. Et quelque part, on l'a vu en milieu de saison, on n'a pas mis dans le coup dans le rétro parce que c'était mineur quand même. On a vu Glenn Robinson et Alec Burks débarquer parce que c'est du transfert testé. Mais le plus gros sujet, je pense, qui va avec ces finances, parce qu'après on parlera du tactique, c'est le fait qu'il y a des vraies interrogations réelles sur ce management de Philly. Et là, on vient de voir ce qui s'est passé avec tout la suspension de la saison et tout. Et est-ce qu'on en parle assez de la gestion de cette franchise? Moi, j'ai pas envie de leur jeter la pierre déjà. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'en termes de flexibilité, voilà. Le sign and trade de Butler, là, qui a permis de récupérer Josh Richardson et quelques trucs, était peut-être pas si con. Mais si derrière, moi je m'attendais pas forcément à ce qu'ils mettent aussi gros sur Tobias Harris, et encore moins à ce qu'ils ferment toute option de flexibilité en signant un aussi gros deal et aussi long à Al Horford. C'est-à-dire que Al Horford, qui gagne autant, ça me travaille un peu, mais bon, je me dis, allez, peut-être c'est ce qu'il fallait faire pour donner un backup à Embiid, une espèce de solution. Par contre, sur 4 ans, pour moi, ça c'est une erreur, une vraie erreur de management. Mm-hmm. Parce qu'après, qu'est-ce que tu vas faire? Genre, tu vas pas filer le max à Embiid ou à Ben Simmons? Bah, si. Non, mais si, mais après, je veux dire, Embiid. Pour moi, la marge, elle est ailleurs. Elle est sur Harris et sur Horford. Tout à fait, non, mais ils ont pris leur max, Embiid et Simmons, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi, en fait, ce que je pense, c'est qu'en soi, on en avait parlé pendant l'été, on se disait, spacing, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Moi, j'étais assez satisfait parce que je pensais qu'il pouvait y avoir des options. Il y a un moment aussi où il faut dire les choses. Dans les prochaines lignes qui pourraient être supprimées
à Philadelphie, ça commence par Brett et ça finit par Brown. Et on va y venir dans le point tactico-technique. Mais peut-être aussi que cet effectif, on peut prendre la chose de manière différente. On peut dire qu'il y a des erreurs de management avec des contrats qui sont pas bons, ou alors ce contrat il est bien vu si le joueur il est bien utilisé par un autre coach. Ouais. Ça t'était pas... Je suis d'accord sur le fait que le contrat d'Horford il était too much. Je dis pas que, Mais que franchement... tu pourrais pas imaginer un changement de coach et qu'un autre coach peut pas faire mieux que Brett Brown avec cet effectif. Hein. Moi, je pense qu'effectivement, il y a moyen de faire mieux avec cet effectif. Mais je pense quand même que t'enlever autant de flexibilité pour additionner des joueurs qui sont pas si complémentaires que ça, quand même. Je suis pas fan. Non. Bah, je trouve qu'en début de saison, on se disait, bon, en termes de potentielle complémentarité, il n'y avait pas de problème. Après, on a vu la saison se dérouler, En fait, mais en soi, ouais. C'est là où je te rejoins sur Brett Brown, c'est que on va au-delà, on va rentrer dans le tactico-technique dans pas longtemps, mais là, je veux bien comprendre que les salaires ne font pas tout. Mais en fait, quand tu regardes ce qui se passe sur le terrain, t'as envie de te dire, ah putain, Brett Brown, waouh, c'est quand même pas ouf ce qu'il nous propose comme fond de jeu offensif, on est d'accord là-dessus ? bien sûr. Même s'il arrive à faire défendre l'équipe, ok, très bien, d'accord, mais offensivement, c'est quand même pas ouf. Et t'as aussi envie de te dire, faudrait peut-être lui rajouter un petit peu de shooter, un peu de spacing, un peu de truc, tu vois. Sûr. Et là, t'arrives sur les salaires et tu fais, merde, quoi. Non, bien sûr. Shit, comme on dit dans The Wire, quoi, tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Mais dans tous les cas, dans les finances, là, on est sûr et certain, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a... Ah ouais, ça bouge pas. Hein. C'est bouché. Y a pas de place. C'est bouché, il n'y a pas de place. Et donc, les Sixers vont devoir faire avec ça. Hein. Soit tu trades un mec qui prend un salaire max ou quasi, soit tu bouges pas. C'est ça, malheureusement. Et donc, du coup, dites-nous ce que vous pensez du point finance, du statut d'Al Horford, de son contrat. Mais nous, on va pas mal se focaliser sur une autre section, Alex, si je dis pas de bêtises. Bam, ouais. On a sorti le hashtag. Hop. C'est l'heure du point tactico-technique. Le point tactico-technique. Avec un gros H, comme Harris, comme Horford. Exactement, comme toutes ces légendes des Sixers et ces joueurs qui shootent extrêmement bien de loin. Vous le savez, on va pouvoir s'occuper du point tactico-technique. Vous retroussez vos manches parce que le point tactico-technique des Sixers cette saison... Je ne sais pas trop par où commencer, mais on a déjà pas mal parlé dans cette vidéo. Tout à fait, je sais juste une chose quand même, Alex. Je crois... Dis-moi. Qu'on en avait parlé dans la question de la mort de notre preview des Sixers. On avait parlé de quoi ? On avait dit qu'il fallait avoir peur de Brett Brown ou pour Brett Brown. C'était pas ça la question qui s'était posée. Si, c'est possible. Eh putain, moi je crois que j'ai peur de Brett Brown. Moi, et du coup maintenant j'ai peur pour lui aussi. Mais là, de ce que j'ai vu en tout cas, c'est... Vraiment, j'en perds les mots. Je sais pas par où commencer. Parce qu'on a vraiment eu des trucs qui ont été bien à certains moments, mais alors sinon le reste... Philly a tellement mal attaqué cette saison, et à de nombreuses reprises, qu'on en est venus tous les deux à se poser la question et à en faire un apéro, de se dire, est-ce qu'on peut vraiment jouer avec Ben Simmons et Joel Embiid ? Putain, mais oui. Et dans ce cas-là, t'en arrives à te poser des questions forcément sur la mise en place tactique du coach, puisque... Tu peux aussi partir du postulat inverse et te dire non, attends. Un grand coach, un vrai grand coach, tu lui mets deux talents de ce niveau aussi hallucinant que sont ces deux talents que sont Joel Embiid et Ben Simmons, quoi. Mm-hmm. Tu lui mets deux talents de ce niveau-là, il va se démerder et il va faire du jeu. Mm-hmm. Donc, dans ce sens-là, tu peux te dire, oui, Brett Brown n'est peut-être pas à la hauteur du délire. Mm-hmm. Et donc, tu peux avoir peur de Brett Brown dans le sens où de son incapacité à faire progresser ce groupe et à le faire bien jouer. Et donc, du coup, avoir peur pour lui parce que, vu comment agit Elton Brand à la tête du sportif, vu les trades qu'il a fait et tout, il y a moyen que l'autre, il se retrouve dehors. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Il y a des possibilités. Ce qui est sûr, c'est que... Tu vois, ça me fait penser à... Ça a été un sujet dont on a parlé tout au long de la saison, et il y a quelque chose qui a eu lieu fin février, et qui m'a fait penser un peu aux Sixers aussi, c'est qu'on a vu ce qui s'est passé avec Kenny Atkinson chez les Nets, et on a vu la reconstruction qu'il y a eu, et on a vu justement, après ça a été un départ, chaque dossier est particulier, hein, mais on a eu un départ sur un commun accord, avec un coach qui n'en pouvait plus, voilà, changement aussi de stratégie, de direction de franchise, et il y a un moment où moi je me dis juste,
là, par rapport au jeu qui a été proposé et par rapport à la tenure, comme on dit aux States, ou la durée en tout cas du travail qui a été fait par Brett Brown, je me demande aussi si on n'arrive pas gentiment en bout de course, quoi. Il s'est tapé tout le process, il a été formidable pour ça, pour réinstaller des bases, pour permettre l'évolution de ces joueurs, je veux dire la montée en puissance de Ben Simmons, de Joel Embiid, de recruter des gars, mais voilà, moi ce qui m'étonne, tu vois, par exemple, c'est que j'invite beaucoup de gens. C'est rare que je puisse dire ça sur Jimmy Butler, mais j'invite beaucoup de gens à aller regarder l'interview de Jimmy Butler sur la chaîne de The Ringer, où il parle notamment des coulisses des Sixers et de comment travailler Brett Brown. Et genre, tu tombes un peu des nues, quoi. Tu te dis en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, vas-y, concrètement. Bah, où genre Jimmy Butler, il se dit, mais je ne peux pas rester dans cette franchise. Je savais déjà quelque part que j'allais bouger, parce qu'en fait, en termes de conserver de garder les joueurs accountable, c'est-à-dire vraiment de savoir qui a fait une erreur, qui fait quoi, comment se passe la hiérarchie, de se faire respecter dans le vestiaire, etc. Je crois que Brett Brown est arrivé aussi en bout de course. On en a parlé et on a été tous les deux d'accord sur le fait que sur les playoffs de l'année dernière, il y avait des choses qui étaient bonnes. Ah ouais, moi j'avais bien aimé ces playoffs. Mais moi aussi. Mais j'ai le sentiment franchement, il y a le matos dans cet effectif et tu peux mieux l'utiliser, quoi. Plain and simple. Tu peux beaucoup mieux utiliser cet effectif. Pour toi, le souci tactico-technique offensif, parce que défensivement, moi je trouve que voilà, ils ont été là et puis ça va, quoi, ça tient. Ouais. Le souci tactico-technique offensif, pour toi, il est dû à Brett Brown. La vie n'est pas tout en blanc et tout en noir, évidemment, mais je pense que s'il devait y avoir des décisions à prendre, elles viendraient d'un autre entraîneur, ouais, clairement. Okay. Il faudrait que ce soit un autre entraîneur qui prenne ces situations. Je pense que on a pu débattre de tout ça d'un point de vue tactico-technique, de voir comment utiliser Ben Simmons, Joel Embiid, etc. Mais je n'arrive pas à comprendre, Alex, vraiment, et je veux bien que des gens me répondent, mais je n'arrive pas à comprendre comment, l'année dernière, on voit l'émergence d'un joueur injouable au poste, injouable, peut-être une des plus grosses forces physiques qui existent dans la NBA actuelle. Débat si vous voulez, mais moi je pense qu'il y a qui est plus physique que Joel Embiid? Non, il n'y a personne. Tu vois? Tu veux qui? Tu veux qui? Il y a des gens qui parlent de Giannis, mais c'est tout, quoi. Enfin, il n'y a pas la même puissance. C'est pas le même jeu. Voilà, exactement. Et puis c'est pas le même jeu. Et c'est pas le même jeu. Giannis, donc on a ce mec-là. Il joue lancé, Giannis. Exactement. Joël, il joue pas lancé. Mais donc on a ce mec-là qui est ultra dominant au poste. On voit ce qu'il est capable de faire comme décalage et on ne peut plus compter sur ce type de jeu-là. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, Mais c'est vraiment Brett Brown qui lui dit de prendre des 3 points? Non, je pense pas. Je pense que Joël aussi, je pense qu'il a sa part de responsabilité. Mais comme on a vu, tout à fait. Mais comme on a vu aussi, toute proportion gardée, hein, mais comme on a vu aussi des grands joueurs qui portaient le numéro 34 chez les Lakers et qui avaient besoin d'un coach qui soit un peu plus relou avec eux et qui leur dise bon, maintenant tu vas jouer sérieux et tu vas rendre tes coéquipiers meilleurs. Non, et ça suffit coacher des stars, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Voilà. Et c'est ça que sont Ben Simmons et Joel Embiid. Ce sont des énormes stars. Avec des énormes et coacher têtes. Des stars qui, en plus, naturellement parlant, n'ont pas forcément des jeux tactiquement si compatibles. Naturellement, je dis pas que c'est pas possible. Hein. Je dis juste... T'as quand même un ball handler qui a pas trop de shoot et un autre qui doit avoir la balle au poste. Donc c'est quand même pas idéal sur le papier. Oui. Donc effectivement là-dessus ça pose des problèmes tactiques offensifs auxquels pour l'instant Brett Brown n'a pas du tout réussi à répondre. En tout cas sur cette saison il y a une vraie déception. Moi j'ai des déceptions aussi dans l'utilisation de Josh Richardson. Tout à fait. Alors est-ce que c'est plus le joueur que j'avais un peu vu trop beau? Peut-être. Ça c'est possible. Non mais oui. Est-ce que c'est aussi non mais tu vois. Tout à fait, bien sûr. Ouais. Genre c'est pas Jimmy Butler du tout, tu vois. Non, bah, ça c'est sûr. En termes de création. Donc du coup tu as un vrai souci. On en avait parlé. On avait parlé de spacing, mais on avait aussi parlé de deuxième créateur en dehors de Ben Simmons, qu'il n'y a pas aujourd'hui chez les Sixers. Tu n'as pas ça tactiquement dans ton. Tobias Harris un petit peu, tu vois, mais c'est quand même pas. C'est pas son point le plus fort. Ils avaient compté sur Alec Burks un peu. Ils ont été contents de voir que Shake Milton était capable. Ouais, voilà. Enfin, excuse-moi, ça reste quand même. Mais c'est limité. C'est super limité, évidemment. Ça sont des options Z normalement ça. Tout à fait. Option D quoi, tu vois. C'est pas de l'option B quoi en tout cas. Donc effectivement, du coup, tactiquement parlant,
Vraie déception de ce que sont les Sixers, qui n'arrivent pas à se fondre dans le jeu de la NBA moderne, ni à créer leur propre force, parce qu'ils pourraient créer leur propre force qui soit un petit peu anachronique, mais qui fonctionne au moins. Bien sûr. Ah, c'est clair. Sur le point tactico-technique, en tous les cas, voilà, il fallait que ça sorte. Dites-nous ce que vous pensez en tous les cas du travail de Brett Brown, que vous l'ayez apprécié sous certains regards ou pas. Nous, Alex, on va se poser une grosse question. Allez, la question de la mort. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Tout à fait, nous sommes à Philadelphie, dans la ville de la cité de l'amour fraternel. On a plein de questions à se poser. Et vraie question de la mort. Et vraie question de la mort. C'est pas mon jeu préféré, mais je vais quand même y jouer parce que les Sixers vont suffisamment casser les couilles. Menteur. Oh bah non, pas menteur. Mais en fait, quand on regarde, si on devait hiérarchiser un peu la chose, parce que moi je sais aussi qu'il y a pas mal de fans de Philly avec qui, d'ailleurs on leur fait la bise, avec qui on a pu discuter sur les réseaux sociaux pour avoir leur vrai avis de fond sur à qui la faute en fait. Et c'est pas une chasse aux sorcières, mais c'est simplement comment hiérarchiser les problèmes. Quels ont été les plus gros problèmes? On vient de parler de Brett Brown, mais si Alex, tu devais faire une espèce de meeting où en fait c'est toi le boss de Philly là, on est les boss de Philly, t'es le boss de Philly et tu dis ok, brainstorming là, ça n'allait pas cette saison, c'est quoi ton premier slide dans ton PDF, le deuxième c'est quoi, le troisième c'est quoi, le quatrième et le cinquième, tu vois, genre c'est quoi le premier message que t'as envie de diffuser, et t'as le droit de parler au proprio. Proprio. Je connais pas assez bien le dossier en interne pour jauger le travail du proprio. Ce que je sais, c'est que j'aurais quand même des petites claques à distribuer à Elton Brand et son front office. Clairement. Parce que la mise en œuvre, après la saison dernière, donc il y a de la déception. Parce que tu te fais fumer là, au Game 7, dans une série très frustrante pour moi, pour les Sixers. Très frustrante parce que t'es là avec un Joel Embiid pas du tout à 100%, mais t'es là, t'es au Game 7. Un shoot de l'enfer. Et tu perds sur un shoot de l'enfer là qui rebondit 800 fois sur le cercle avant de rentrer là. Vas-y, t'es saoulé. T'es saoulé, tout le monde se fout de la gueule d'Embiid parce que gna gna gna, Gasol l'avait dans sa poche, tout ça. Enfin, tu dois, en tant que dirigeant des Sixers, t'es forcément saoulé. Les mecs commencent à dire ouais, Ben Simmons en playoff, gna gna gna, et pas de shoot et tout, il peut pas y arriver. Tu vois, genre, ok. Tout à fait. Tu dois vraiment être saoulé parce que tu dis putain, mes deux plus gros talents. J'ai Embiid pas à 100%, je tiens quand même tête aux Raptors, ils ont été champions derrière, blablabla, tout ça. Donc je comprends la frustration et je comprends l'envie de dire ok, bah tu sais quoi, on va y aller encore plus fort. On va faire péter encore plus fort, on y va sur la thune. Ok, le proprio, t'es d'accord, c'est parti. Là, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'ils ont voulu miser sur Butler, mais Butler, comme tu l'as sous-entendu tout à l'heure, avait envie de se casser, donc il y a eu un sign and trade. Bon. Ou est-ce qu'ils ont identifié le problème Embiid comme vraiment leur problème numéro 1 et c'est ça qui débouche sur l'offre sur Horford? Tu vois? Dans quel ordre de priorité eux ils ont géré? Ça je ne sais pas. Par contre ce que je sais c'est que le résultat pour moi n'est pas du bon boulot de front office. Désolé. C'est du boulot à la va-vite et les contrats sont trop gros et non seulement on va venir après sur le côté Embiid, Simmons, on va revenir sur le coach, on va venir sur les joueurs et tout, mais je pense que déjà tout en haut en termes de distribution contractuelle, je pense que le problème c'est que la situation dans laquelle tu es maintenant, t'as pas vraiment le choix en fait, faut que tu l'améliores avec le personnel que tu as là. Bien sûr. T'as pas de flex, à moins je te dis, comme on l'a dit tout à l'heure, de réussir à trader favorablement un mec avec un énorme contrat. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu me trouves un trade dans lequel Philly sort gagnant, un trade de Horford, et avec une équipe en face qui accepte, ok. Non, allons-y. c'est sûr. Mais je suis pas sûr que ce soit possible. Non, je suis d'accord. Mais je pense que par rapport J'aime pas ce contrat d'Horford et j'aime pas le contrat d'Harris. Non, mais moi non plus en soi. Mais en fait, ce que j'arrive à voir dans le message qui a été envoyé par Philly et que je comprenais, c'est que on ne peut pas regarder la situation actuelle sans dézoomer à 1 an et demi en arrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que initialement, tu lâches Covington et Saric pour essayer de récupérer Jimmy Butler. Ouais. Tu essaies de récupérer ce gars et tu te dis on y va. C'est sa dernière année contractuelle. Et on veut aller loin. Et il y a cet alignement de planète dont tu parles, du shoot des Raptors, etc. Nana. Tu perds Butler. C'est hyper grave. Parce que tu perds Butler. Certes, tu récupères Josh Richardson, donc tu essayes de combiner, mais Josh Richardson, dans son meilleur jour, il n'arrive pas
On est d'accord, Mais c'est non, pas mais la il même rentre même caste. pas dans le short de Non, Butler, mais il le remplit pas, quoi. Et ça n'a rien à voir. Exactement, ce n'est pas la même caste de joueurs, nous sommes d'accord. rien Jimmy à Butler voir. peut emmener une franchise assez loin et on le voit qui s'intègre C'est bien à un Miami et que ça All-Star, peut aller loin. Butler. C'est un C'est un All-Star. All-Star, exactement. C'est un All-Star les yeux fermés, tout à fait. Donc, à partir du moment où tu le perds, le management de Philly essaye justement de s'assurer quand même que Embiid et Simmons reçoivent les bons messages, qui sont que les gars, on est quand même là pour gagner, quoi. Et donc, tu verrouilles quand même Tobias Harris, qui n'est pas un All-Star, mais a une production pas loin, statistiquement, et tu essaies de trouver un autre joueur de complément qui coche des cases. Vétéran, qui connaît un peu les playoffs. Oui, non, mais et moi qui je, peut aider je Embiid. conteste pas les profils. Hein. Non, c'est pas ça, c'est conteste juste pas les gros, profils. en gros, je comprends les signatures qui ont eu lieu. Je ne suis pas d'accord avec les salaires. Voilà. Parce mais que Tobias Harris, Bastien, t'es d'accord avec moi, c'est l'option numéro 3. oui. T'es d'accord, des Sixers. Offensif, défensif, c'est leur numéro 3. On est Ouais, d'accord. bien sûr. Depuis quand les numéros 3, ils ont des salaires max? Depuis quand? Bah non. Dans les équipes qui gagnent, non. Non. Ça marche pas. C'est compliqué de construire l'équipe autour après. C'est compliqué. Bah, sauf Donc, si t'as un bon alliage, mais sauf si t'as un bon coach. Moi, je ne suis pas. Enfin, Alors, je sais que c'est un modèle assez exceptionnel, mais. je suis d'accord que on pourrait, Putain. on peut se dire, genre, à qui la faute? Bah, ok, le management a sa part de responsabilité parce que, bah, comme je viens de le dire, les contrats, à mon avis, sont quand même un peu à la va-vite, un peu comme tu l'as décrit, quoi. Le côté genre merde, on a perdu Butler, merde, faut envoyer un message à Embiid, à Simmons et tout. Ok, Harris, allez, Harris. Et à la Harris, concurrence aussi, Ah, genre on arrive. le max et tout. Bien Ok, sûr. bon. Mais effectivement, on ne peut pas oublier que, au-delà des situations contractuelles, merde, il y a moyen de faire mieux attaquer cette équipe, c'est évident, Et c'est c'est- sûr. c'est Ça, ça. je suis d'accord. Même si elle manque de shooting, bon là, t'en as rajouté un peu, là, t'as bricolé, la Glenn Robinson 3. Si la saison reprend et que ça va en playoff, là, ok, je te pose la question, c'est quoi ton 5 majeur, toi, Bastien? Et que tout le monde est en parfaite santé. Ah bah oui, tout le monde, là, t'as tout le Ah monde. bah, Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, alors Ford, Joel Embiid. Bah pas moi. Bah pas moi. Non, mais je veux dire, tu peux Pas foutre. moi. Ou si tu veux, tu peux foutre alors Ford en sortie de banc, c'est ça? Ouais. Très bien, ouais, mais ouais, donc, ouais, ce que je veux dire par là, ce qui est ouais. incroyable, et c'est en ça que justement je veux mettre le point là-dessus, c'est que tu as la possibilité, t'as tellement d'options et de joueurs de qualité, t'as des mecs avec de la taille. Alors Ford, il s'est shooté, Joel Embiid, il s'est shooté, Tobias Harris, il s'est shooté. Il y a des mecs qui sont capables, ils sont tous capables de défendre, de changer de poste, de switcher. Putain, il y a un potentiel Ah, mais avec bien ce groupe sûr. qui est incroyable, et donc. Je me dis, mais putain, il y a un alliage à trouver, tu vois. Je veux dire, toi, tu voulais mettre alors Ford sur le banc, c'est ça? Ah oui. Bon, bah, ok. Alors Ford sur le banc, et puis tant pis, entre guillemets, tant pis, même si je considère que c'est peut-être pas un niveau de titulaire, mais je titularise quand même. Je prends Glenn Robinson, moi, ou Alec Burks, je m'en fous en fait. Juste un mec qui a un peu plus de shoot, quoi, tu vois. Ok. Et qui est un peu plus externe. Donc je mets, pour moi, la combinaison. Korkmaz. Voilà, Korkmaz. La combinaison intérieure, c'est Harris Embiid. Ensuite, j'ai ball handler principal, j'ai Ben Simmons, et à côté, tu me fous deux extérieurs, donc Josh Richardson plus X. Très bien. X n'est pas à leur Ford. Ok. Déjà, c'est mon premier point tactique que j'ai envie de reprocher à Brett Brown, c'est que je trouve qu'il a pas assez appuyé dans ce sens-là. Après, est-ce qu'il avait la pression par rapport au contrat d'Orford? J'en sais rien, effectivement, c'est possible. En même temps, il y a moyen de maintenir les minutes, parce qu'Embiid n'est pas un joueur à 45 minutes par match. Putain, quand même. Il y a moyen ouais. de maintenir les minutes, on est complètement d'accord. Pour moi, Orford est un des meilleurs intérieurs en playoff qui soit, même s'il est encore vieux. Bien Donc sûr. faut lui filer des minutes, mais faut les filer de manière efficace. On a trop demandé à Orford, là, enfin Brett Brown, hein, c'est Brett Brown, a trop demandé à Orford de jouer comme un 4 sniper, quoi. C'est-à-dire Orford, il peut rentrer des tirs, mais Orford n'est pas Blake Griffin ou Orford n'est pas qu'est-ce que j'ai C'est-à-dire comme exemple Comment C'est-à-dire Orford n'est pas et ne sera pas un 4 qui joue complètement au large et qui met 20 points par match, quoi. Tu non, vois, qui met pas 20 points genre- par match, c'est sûr, Non, mais qui mais- met au large, ouais, bien sûr. Mais voilà, donc je préfère avoir Tobias Harris dans ce rôle à côté de Joel Embiid. C'est ça que je veux dire. Par exemple. Dans un rôle où tout. Et donc du coup, je préfère avoir Orford qui rentre soit pour Tobias Harris, soit pour Joel Embiid, tu vois. Mais ma rotation de base intérieure, elle est à 3 comme ça, avec Orford derrière. Donc, pour moi. on est d'accord. Donc, juste qu'on soit bien Déjà. d'accord. Je suis posé, moi, en Gros confinement. reproche à Brett Brown, clairement là-dessus. Je suis posé, moi, dans mon confinement de merde, avec mon pull à capuche, et toi, t'es posé aussi chez toi, peinard. On a 60 matchs de Al Horford, il y en a 57 en tant que titulaire.
Non. Nous, poser, et je sais bien que nous, parfois c'est facile de dire ça de l'extérieur, en effet, il y a des pressions salariales, etc. Mais on est en train de mentionner qu'en fait, il aurait dû être remplaçant. Pour moi, et que il est titulaire quand Embiid n'est pas là, quoi. Et en plus, alors Ford est le genre de profil, en tant que professionnel, à pouvoir dire il n'y a pas de souci, je vais pouvoir être en sortie de banc, s'il le faut pour le bien de l'équipe. Je veux dire, il a montré qu'il mettait avant tout l'équipe, alors Ford, en avant. Bien sûr. Non seulement il a montré qu'il mettait en avant l'équipe, mais en plus il a montré qu'il pouvait se substituer à Embiid et défensivement, et dans le même genre qu'Embiid, hein, défensivement, enfin le même genre, c'est pas la même présence dissuasive, mais il est capable de tenir des pivots, et offensivement c'est un autre joueur, mais il apporte. Donc il peut vraiment se substituer au rôle d'Embiid sans être aussi dominant, tu vois. Tout à fait. Et en plus, je te dis, là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir rajouter un vrai shooter extérieur. Bien sûr. Dans ton 5 majeur. Et quand tu as Ben Simmons en ball handler principal, c'est très important, en fait. Donc on est en train de dire très important. Tout à fait. Donc on est en train de dire qu'il existe un scénar dans lequel on a la force la plus dominante au poste, où on veut lui mettre des snipers autour pour que ce soit totalement indéfendable en fait, parce que soit il a 10 lancers francs par match, soit il y a des mecs qui te sanctionnent, qu'on a un mec, s'ils n'ont pas envie de courir, qu'ils ont peut-être le meneur le plus rapide balle en main pour prendre des décisions en tant que 6-8 point guard qui s'appelle Ben Simmons. Juste en termes de joueurs capables de prendre des décisions, ils peuvent tout faire. Transition, jeu au poste, tir à 3 points, et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'après, il faut aussi parler de la qualité intrinsèque des shooters qui est pas ouf, qui est moins bonne que l'année dernière. Oui, mais après... Je trouve. Et l'année dernière, tu l'as souligné, tu avais Jimmy Butler en deuxième ball handler, et Brett Brown s'en est très très bien servi en playoff. Bien sûr. Où on a vu à partir d'un certain point, et nous on était tous les deux d'accord pour dire que c'est plutôt malin de la part de Brett Brown, quand il n'y a pas Ben Simmons, voire des fois quand il y a Ben Simmons, en fonction des match-ups, balle à Butler. Oui. Là, il n'a pas ce joueur. Non, tout à fait. Enfin, ou alors je ne l'ai pas vu, quoi, mais pour moi, il l'a pas. Non, bien sûr. Donc c'est la circonstance atténuante que je mets à Brett Brown. Mais je suis d'accord, sur le plan tactique, il y a mieux à faire avec les Sixers, clairement. Et après, quitte à faire le tour complet, on l'a mentionné tout à l'heure, la distribution de tartes, elle se termine aussi, ou elle peut commencer avec les joueurs. Certains, mais avec les joueurs, parce qu'il y a un moment où il faut aussi dire à Joël, ça a bien parlé, mais maintenant il faut aussi jouer et produire, et s'énerver parce que le niveau d'investissement, il n'a pas été hyper régulier. Moi, il m'a énervé à plein de reprises. Il a en fait le body language. Ouais, clairement, clairement. Après, il a été aussi un coup de moins bien, mais tu sentais qu'il était... Tu sens que c'était très le Embiid qu'on n'aime pas trop là cette saison. Beaucoup de. Il y a des moments, j'avais l'impression que c'était des Marcus Cousins. Je vais un peu loin, exprès. Non, mais il y c'est avait pas faux. de ça vraiment. Il y a un peu de ça. Le côté genre j'ai pas ce que je veux, gna gna gna, donc je fais la tronche. Gros, t'es un leader. Tu dis que tu veux être MVP, que tu veux être champion. T'assumes aussi que de temps en temps ça va mal et que c'est à toi de tirer vers le haut le délire. Bien sûr, et quand t'as les étoiles qui sont alignées, ça donne le match de Noël contre les Bucks et tu fais genre oh shit, en fait c'est un des 3 meilleurs joueurs de la planète. On peut rien faire parce qu'il peut défendre sur tout le monde et il peut attaquer et martyriser toute une défense. Bien sûr. Les joueurs aussi méritent leur claque, c'est sûr. Oui. Donc le cahier de texte là, on va pour terminer cette section là, l'agenda un peu là. Ouais, c'est pas évident. Moi je touche pas, j'ai aucun problème. Je trouve qu'il y a une saison complète à faire avec cet effectif. Je m'en bats les couilles. Je sais qu'on peut échanger avec un vrai meneur créateur. On a eu des options, on avait parlé de Chris Paul. Moi je pense que tu peux etc. rien faire. Je pense que contractuellement t'es baisé, moi. Franchement, être baisé avec ce genre de cam, moi je veux bien. Voilà. Donc putain, moi, je pense y a que trop de bons joueurs là-dedans, là, c'est parti. T'as 2 choses à faire. Tu fous la paix à ton management pour l'instant, parce que tu sais que t'es baisé en termes de contrat. Donc ça sert trop à rien pour l'instant. Tu vois, tu vas mettre un nouveau GM, mais en fait il a rien à faire. Donc ça sert à rien d'y toucher. Tu peux dégager Brett Brown et te dire ok, qui est-ce que je mettrais à la place, parce que c'est bien de dégager le coach dont t'es pas suffisamment content. Mais encore faut-il savoir qui tu mets à la place. T'es d'accord là-dessus, hein? Qui est aujourd'hui potentiellement disponible pour coacher Embiid Simmons? Et qui en aurait la carrure. Hein. Oui, ça, tu peux avoir des options. On sait, le carrousel des coachs, il peut bouger. Oui, oui. Faut que tu sois prêt à éventuellement profiter d'un carrousel des coachs. Et ensuite, en tant que proprio ou GM, je vais moi-même foutre des baffes à Embiid. Pourquoi pas une ou deux à Simmons? Pourquoi pas une ou deux à Josh Richardson? Enfin, aux joueurs, quoi.
Moi, j'en fous une ou deux au proprio. Et surtout après, ouais, en effet, je Il vais a aller fait quoi voir. de pas bien le proprio Non, concrètement mais c'est les histoires récentes par rapport aux salariés de la franchise. Ah oui, pardon, ok. Oui, bien Je sûr. mets juste une ou deux tartes comme ça en passant, genre excuse-moi, au fait. Voilà, mais Tu non, serais pas sinon. un enfoiré, non? Tu serais pas Dis donc, toi, là, tu veux que je te Dis donc, tousse à la toi. gueule, toi? Tu veux que je te tousse à la gueule? Non, on est d'accord sur l'agenda. Ah, Option toi, tu veux numéro. virer Brett Brown, toi? En fait, non. En fait, moi, d'abord, avant toute chose, je veux laisser à Brett Brown la possibilité de s'expliquer. Alors, ok, je l'attache sur une chaise, certes, mais au moins il a la possibilité de s'expliquer. Et j'envoie Joel Embiid passer 2 semaines dans la baraque de Bill Russell, discuter un peu, voir comment ça se passe quand t'es un grand pivot et que tu dois essayer de rendre tes coéquipiers meilleurs. Et qu'en fait, le jeu collectif, tout ça, comment est-ce que tu fais pour. Comment tu passes au stade supérieur. Parce que là, Joel Embiid, en fait, je le mets pas du tout cette saison, tu me dis, hein, mais moi je le mets pas du tout dans la conversation de Giannis, LeBron et compagnie. Hein. Ah, mais pas du tout. Bon, alors qu'il a toutes les capacités pour. Mais bien sûr. Mais moi, je le mets même pas dans la deuxième conversation, moi. Bon. Cette année. Alors que l'année dernière, il était dans la première conversation. Ouais, ou pas loin, quoi. Et ben, il faut lui rappeler que en fait, il peut être tout en haut de cette conve, quoi, en fait. Ouais. Et il l'a dit en septembre dernier. Enfin, bon, bref. 2 grosses stars dans la gueule de Joël. On regarde qui y a sur le marché des coachs. Et on va voir. En tout cas, au niveau des joueurs, désolé les fans des Sixers, mais il va falloir faire avec cet effectif. Il y a plein de gens qui aimeraient l'avoir. Alex, on va devoir distribuer un trophée. The Golden, The Gerrard. Tout à fait. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, la spatule, elle est où? Spatule en or. La spatule en or. Ça a été dur. Ouh. Ça a été chaud, mais c'est là. Ce n'est pas tombé. Je te vois venir, galopin. C'est le Gérard d'or, vous le savez, c'est le trophée du peuple. Pour chaque franchise, on regarde un petit peu ce qui s'est passé la saison précédente, ce qui va se passer dans les prochains mois, et on donne ce trophée à quelqu'un. Alex, qui est ton Gérard d'or? Matisse Thybulle. Ouais. Tibul. Pour nos amis franco-français avec un bel accent comme le mien. Mathis Tibul, quoi. Bah écoute, je suis pas le seul, hein, évidemment, hein, mais j'ai bien kiffé sa saison rookie. J'aime bien ce genre de rookie qui débarque en NBA, pas freshman, là tu sais, qui a déjà fait un peu quelques années de fac. Ouais. Je sais pas quel âge il a, mais je crois qu'il était 3e année à la fac. Je crois qu'il était 3e année à la fac, hein, je crois. Matisse Thybulle. Très intéressant de voir son arrivée en NBA. On savait pas trop. On avait des petites idées sur son profil assez défensif, son petit côté energizer et tout machin athlétique. Mais qu'est-ce que j'aime ce genre de jeune joueur qui rentre en NBA et qui fait non mais en fait j'en ai rien à branler de Jimmy Butler, de Kawhi Leonard, de Paul George ou de James Harden, moi. Donnez-les-moi là. Allez, envoyez-moi dessus, et quand il y va, il assume le côté genre j'ai pas peur. Tu vois, c'est un grand malade. C'est un grand malade à ce niveau-là. Alors c'est vrai que bon. Au shoot, il a un geste bizarre, il en met un petit peu, mais c'est pas ouf. Ball handling parfois, enfin, je sais pas offensivement quel est son plafond, il est peut-être pas si haut que ça, offensivement parlant. Bien sûr. Mais putain, qu'est-ce que j'aime bien ce genre de joueur là qui débarque comme ça, là, direct là. Ah, il a peur de personne, il s'en fout. En plus, il est polyvalent, hein. Meneur, arrière, ailier, il y a pas de problème. Hein. Matisse Thybulle, franchement, il a la mobilité latérale, il a les longs bras. Il est bon sur l'homme, il est bon sur les lignes de passe, il est assez intelligent en aide. Moi j'aime bien quand il vient prendre à deux et tout. Et puis il a le mindset. Je veux dire, il a le mindset. T'as l'impression qu'il doit se battre pour son dîner avec Patrick Beverley et Marcus Smart, quoi. C'est super, quoi. Et il a un mindset de malade. Il y a eu des situations, je crois que c'était à Brooklyn et je sais plus quel autre match, où j'ai vu des prises à deux Matisse Thybulle, Ben Simmons, et j'avais peur j'avais peur pour la vie de l'autre. Ah bah bien sûr. J'avais peur pour l'existence de l'autre, tu vois. Et donc, il est clair qu'à ce niveau-là, sur les lignes extérieures, nos amis de Philly, entre des intérieurs qui, mine de rien, peuvent quand même switcher de manière très honorable, c'est-à-dire Horford, Tobias Harris et Embiid, plus tu rajoutes à ça des défenseurs extérieurs comme Ben Simmons, Josh Richardson, c'est quand même pas un blaireau en défense extérieure. Bah non. Plus Matisse Thybulle, putain, t'es là, tu fais putain. Mais c'est vrai que le rookie là-dessus a apporté quelque chose en plus, c'est-à-dire qu'en fait...
les adversaires en début de saison disent ah putain Josh Richardson il sort, ah c'est cool et tout, et t'as le rookie qui rentre, en fait non c'est pas cool, c'est Non. pire. C'est pire. Ça y est, là, C'était vraiment une belle révélation et visuelle en plus, c'est cool à regarder jouer c'est ce clair. genre de mec quoi. Sachant qu'en plus, en toute honnêteté, on était, je dirais Alex, plutôt sceptique au moment de la draft quand même. De souvenirs. C'est en totale transparence. Oui, Quand la draft a eu lieu, on était là genre mais on les en tout cas, on était Sixers, pas, Matisse on Thybulle, savait pas, on était. quoi. Non mais Ouais, tu vois, pour on quitte à être transparent, je pense que j'ai assez bon souvenir qu'on était plutôt en mode bon. Ouais, disons voir. que moi j'aurais préféré qu'ils prennent un mec genre réputé sniper parce que je trouvais que ça collait mieux avec leur groupe. Mais c'est pour ça que j'étais un peu en mode pourquoi ils prennent ce mec là. Mais maintenant que je le vois jouer, je me dis putain en fait ils ont un pitbull de plus quoi. C'est clair. Matisse Thybulle, énorme Girard et comme on l'a dit, la règle ça y est elle est créée. N'importe quel ballon qui traîne dans un espace de 5 mètres, c'est perdu. Je vais prendre monsieur Shake Milton. Shake Milton. Shake Milton qui a vraiment été une des révélations des Sixers sur la deuxième partie de saison. Bon, tout le monde a évidemment vu le match Sniper Shake chez les Clippers, qui est un match absolument incroyable. En fait, dans ce paysage que l'on vient de dessiner pendant 40 minutes, où on a dit c'est la merde, t'as pas de contrat, tu sais pas quoi faire. Tu sais que Shake Milton en scred, cette espèce de créateur hôte dont ils ont besoin là, en sortie de banc, qui peut apporter, qui peut scorer, qui peut créer pour lui et pour les autres. Bah en fait, j'ai hâte de voir en fait ce que ça peut donner sur une année supplémentaire à Philly en sortie de banc. C'est-à-dire que là, il a eu des responsabilités parce qu'il y avait Ben Simmons qui était blessé, on l'a vu, il a pris feu, il a fait des purs matchs. Tout le monde le voyait shooter à 10 000% à 3 points, c'était parfait, très bien. Déjà, est-ce que tu peux confirmer quand l'effectif est au complet, puisque la saison prochaine, on attend tout le monde au taquet, puisque c'est bloqué et que tu dois faire avec cet effectif-là. Et puis, en fait, est-ce que quand ils ont perdu leur TJ McConnell et qu'ils ont vu qu'avec Alec Burks, ça marchait par séquence, mais ça n'a pas trop marché, est-ce que en fait, l'année prochaine, quand tu as Josh Richardson qui sort, comme tu le dis, tu as Matisse Thybulle qui rentre, quand tu as Ben Simmons qui sort, tu as Shake Milton qui rentre. Moi, je veux bien voir, en fait. Je suis assez intrigué par Shake Milton. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il m'a vraiment montré qu'il avait la tête sur les épaules et les épaules pour être en NBA. Ça, je suis d'accord, mais au poste 2, quoi, pas en ball handler. Hein. Pourquoi pas en ball handler. Franchement, ah ouais ok, d'accord. Pourquoi pas. Franchement, j'ai été assez séduit par certaines séquences. Donc voilà, à vérifier. Dans tous les cas, ce sont les deux vrais Gérards de cette équipe. C'est-à-dire que s'il faut mettre un petit peu de TNT et avoir le public dans leur poche, ce sera pour Shake et Matisse. Ouais. Dites-nous qui vous avez en Gérard, vous de votre côté. Nous, Alex, on va devoir terminer avec une dernière section. Allez, Projostic, c'est parti. C'est l'heure du Projostic. Projostic time. Le Projostic avec un gros K. Ouais, comme pronostic, comme Korkmaz. Tout à fait. Ça, quoi. Ouais. On va se faire plaisir, vous le savez, le Projostic, c'est la contraction entre Contrex et Contra. Et donc, on va pouvoir s'occuper tout de suite de l'avenir des Sixers en 24 secondes. Alex, est-ce que tu es chaud ? Allez, vas-y, envoie. Allez, 3, 2, 1, Samuel Dalembert. La pause, un bonheur pour les Sixers, pour moi. Ils doivent en profiter en cas de reprise de la saison. Ils doivent en profiter pour être un peu plus prêts, avoir peut-être réglé quelques soucis physiques et quelques réorganisations tactiques. Si jamais ce n'est pas une pause, mais que la saison est donc définitivement annulée et que tu redémarres en 2020-21, faut prendre les leçons. Peut-être changer de coach, ok, mais il faut surtout prendre les leçons de ce qui s'est passé cette saison et aborder ça avec plus de recul et de maturité, notamment du côté des leaders. Très bien, 32 secondes, parfait. Il fallait un long format sur les Sixers. En plus, c'est 32 secondes, c'est ce qu'ils faisaient par possession l'année dernière. Je vais essayer de faire aussi bien. Allez, 3, 2, 1, top chrono. Bon, évidemment, la déception est totale. On n'oublie pas, les 100 balles. J'espère les retrouver un de ces quatre. Plus sérieusement, je pense qu'on est arrivé en bout de course là par rapport à Brett Brown, ce qui ne veut pas dire que c'est juste ou injuste. Il y a aussi le fait que des joueurs n'ont pas fait leur boulot. Donc Joel Embiid, je pense à toi. Il faut se réveiller, il faut retrouver le mode MVP la saison prochaine. Il faut vraiment se secouer parce que tu as parlé, mais les actes n'étaient pas là. Donc à toi de jouer. Tout ça sous un nouvel entraîneur, je suis plutôt chaud parce qu'il y a vraiment des choses qui m'ont semblé beaucoup trop illogiques d'un point de vue tactico-technique, alors que l'effectif est trop bon. Pas mal.
Voilà, pour nos amis les Sixers, eh bien, du coup, dites-nous ce que vous avez pensé de cette saison de Philly, en évitant de vomir dans votre bouche ou dans votre coude, comme le demande le gouvernement. Nous, Alex, on va se retrouver demain. Tout à fait. On va chez Larry Bird. On va chez Larry Bird, parfait. Et ben, on vous fait plein de bisous et Alex, on se check à demain. Ciao.